Comment passer du possible au réel? C'était le thème principal de l'édition 2013 de New York Forum Africa tenu ce dimanche à Libreville, la capitale du Gabon, président du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce dimanche 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Les enfants subissent plusieurs formes de violence. Nous en parlerons dans ce 20h. En sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Taïfas de Tanzanie cet après-midi à Dar es Salaam par le score de 4 buts à 2. Le résumé de cette rencontre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger où se trouve en ce moment le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara est depuis hier à Libreville au Gabon pour prendre part à la deuxième édition du New York Forum Africa, une rencontre internationale qui se présente comme un moment d'échange pour l'essor économique du continent africain. Au programme de ce forum qui a pour thème principal comment passer du possible au réel, un exposé du président Alassane Ouattara sur le thème le chemin à suivre par l'Afrique et pour l'Afrique. Vous aurez le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. À la suite de sa communication, le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Ali Bongo se sont prêtés aux questions des internautes. Nous vous proposons un extrait. Vous avez accepté quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique, en tout cas qu'aucun chef d'État africain a accepté de faire, c'est de dialoguer avec ceux et celles dont on ne cesse de parler depuis 3 jours, et encore une fois, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous l'avez souligné dans votre discours, la jeunesse. À part que les jeunes sont un peu partout sur ce continent, ils représentent près de 65% de la population, et puis ils ne communiquent pas comme nous. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer comme nous, ils sont sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux. Pour faciliter l'accès au financement des PME africaines, pourquoi ne pas créer une banque des PME nationales et même régionales? Une proposition. Une banque des PME, oui, pourquoi pas. Je dois dire qu'au niveau de mon expérience bancaire et d'économiste, je n'ai pas été très favorable par le passé aux banques sectorielles. Banque de l'habitat, banque des PME, banque de l'agriculture, banque de l'industrie, et ainsi de suite. Mais quand on prend le cas des PME, les PME concernent en fait tout le spectre des activités d'une nation. Et ce qui importe le plus, c'est d'abord pour ces PME d'avoir une comptabilité à jour. Donc la formation des responsables des PME est une priorité à mon sens. Le deuxième élément, c'est l'accès au crédit, que ce soit avec une banque de PME ou une autre formule. Et il y a lieu sans doute pour promouvoir les PME d'avoir un fonds de bonification des intérêts. Et enfin, faire en sorte que quand ces PME ont recours aux possibilités, aux appels d'offres de l'État, qui est tout de même une priorité. Ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire, c'est quasiment d'envisager une obligation de partenariat avec des PME pour leur permettre d'être aux côtés des grands groupes, mais également de faire en sorte qu'au plan du financement et de la technologie et du marché, ces PME puissent avoir l'expérience nécessaire. Et enfin, une chose essentielle, c'est que l'État soit à jour dans ses engagements. Nous devons faire un effort de gestion de ces instituts que nous créons, mais surtout se rapprocher du secteur privé. Et avec ce secteur privé, voir comment être en mesure de pouvoir soutenir. Parce qu'il faut des gens qui connaissent le secteur, qui savent de quoi on parle, pour pouvoir venir en aide et aider à la création de ces PME. Donc j'adhère évidemment au sens de tout ce que le président Ouattara a dit, mais je voulais simplement ajouter que ce n'est pas la mauvaise volonté. Dans notre cas, des initiatives ont été prises et qui ne se sont pas soldées positivement, et cela par des problèmes de management, et qu'il faut absolument revoir cela, améliorer la gouvernance, la transparence. Voilà.
Avant l'ouverture du forum, le président ivoirien a survolé Libreville, la capitale gabonaise. Des images pour en témoigner avec notre envoyé spécial au Gabon, Awa Touré. Aéroport international Léomba de Libreville, il est 10h, heure locale, 9h30 GMT, ce dimanche 16 juin, quand le président de la République, Alassane Ouattara, prend place à bord de l'hélicoptère présidentiel pour une visite aérienne de 2 sites. La zone économique spéciale de Nkok et la réserve naturelle Wonga-Wongé. Pendant près d'une heure, le chef de l'État a ainsi survolé des sites naturels propices au tourisme, la faune et la flore exceptionnellement riches de la réserve Wonga-Wongé, située au nord du delta de l'Ogoumé, une zone importante pour la conservation de la biodiversité. Le président Alassane Ouattara et sa délégation ont également pu avoir une vue d'ensemble de la future zone économique spéciale de Nkok. Un projet phare qui a pour vocation de promouvoir la production et la transformation de bois au Gabon. Nous avons vu une très grande superficie, un très grand périmètre, je crois de plus de 1000 hectares, donc réservé aux industries, notamment aux industries du bois. Je pense que c'est une belle réalisation à venir, avec des investissements importants et bien sûr c'est le Gabon émergent qui est en route et moi j'en suis heureux, ça donne des idées pour la Côte d'Ivoire. Située à 27 km à l'est de Libreville, cette zone économique spéciale se veut une vitrine des compétences dans la valorisation des matières premières par une industrie à la pointe de la technologie. Rappelons que le chef de l'État assistera demain lundi à la cérémonie de baptême de la 12e promotion des écoles de l'état-major de Libreville, dont il est le parrain, avant de regagner Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale était récemment au Sénégal où il a parlé de coopération parlementaire entre Dakar et Abidjan. Soro Guillaume a également fait le pèlerinage sur l'île des esclaves de Gorée. Autre temps fort de cette présence au Sénégal, une rencontre avec la communauté ivoirienne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Victorine Yao Yoboué. Nous autres de Côte d'Ivoire, quand on vient au Sénégal, on a le sentiment que tous les Sénégalais sont musulmans et on constate qu'il y a une communauté chrétienne vivante, forte au Sénégal. Et je pense que c'est une très bonne chose. Guillaume Soro est lui-même chrétien catholique et ancien séminariste. Il a donc eu le temps de ressentir cette vivacité chrétienne au cours de la visite de la cathédrale du Souvenir africain de Dakar en compagnie du cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pu ainsi se recueillir sur Notre-Dame de la Victoire, la chapelle du Saint-Sacrement, et s'incliner sur la tombe du cardinal Hyacinthe Thiandoum, l'un des bâtisseurs de l'Église catholique au Sénégal. Tout en rappelant les liens historiques entre les peuples ivoiriens et sénégalais, le cardinal Adrien Sarr exhorte les politiques à ne pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'unité et la paix en Afrique. Après le recueillement à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar, cap a été mis sur un autre sanctuaire du souvenir africain. Il s'agit de l'île des esclaves de Gorée. Malgré le nombre de siècles passés depuis l'abolition de l'esclavage, quiconque visite la chambre des femmes, des enfants, des récalcitrants et se projette dans cette allée appelée la porte sans retour ne peut qu'être étreint par l'émotion. Ce fut le cas pour les parlementaires ivoiriens. J'ai pu constater de moi-même comment nos ancêtres ont enduré autant de souffrances. C'est pourquoi je pense que au-delà des récriminations, pour des hommes politiques comme nous, qui devront savoir que la chose politique recommande qu'on travaille plutôt pour l'épanouissement de l'homme. De retour de l'île de Gorée, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Guillaume Soro leur a fait part des avancées dans le pays avant de demander leur implication dans le processus de réconciliation nationale, cher au président de la République, Alassane Ouattara.
Le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a été officiellement présenté au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ido Yao, fonctionnaire onusien, a dit au chef du gouvernement ivoirien la volonté de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de promotion des secteurs de l'éducation, la science, la culture. La désignation de Ido Yao comme chef de bureau et représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire fait suite à la signature de l'accord de siège entre l'organisation onusienne et l'État ivoirien en avril dernier. Accompagné de Denise Oufouette-Boigny, ambassadeur délégué permanent de Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Ido Yao a dit la volonté de la directrice générale, Irina Bokova, à continuer d'appuyer le pays. L'UNESCO est là, nous venons donc travailler dans le cadre du système des Nations Unies, de concert avec les autres agences, pour apporter l'appui attendu en ce qui concerne les domaines de compétences de l'organisation, à savoir l'éducation, la science, la culture et la communication. Donc cet appui à la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction, dans la reconstruction que le pays a amorcée. Et surtout, nous voulons prendre pleinement notre part dans l'ambition du pays à devenir un pays émergent à l'horizon 2020. L'ouverture du bureau national et la désignation d'un chef constituent une opportunité, selon les autorités ivoiriennes, d'approfondir les actions de l'UNESCO et un suivi étroit des projets de coopération. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour l'ambassadeur du Liban. Son Excellence Ali Adjami a annoncé officiellement son départ au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, chef de la diplomatie ivoirienne. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, le diplomate libanais a été fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire, une occasion mise à profit par le récipiendaire pour remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Liban a passé 5 ans ici en Côte d'Ivoire. Ici, dans le district d'Abidjan, les travaux de construction du 3e pont, le pont Henri Konan Bédié, se poursuivent. Eh bien, les pieux éléments importants dans la définition de l'ouvrage ont commencé à sortir du plan d'eau lagunaire. La lagune est brillée. Le constat de l'avancement des travaux a été fait ce dimanche par le ministre chargé des infrastructures économiques, Patrick Hachi, était sur le chantier pour se faire une idée de la coulée du béton sur le premier pilier de la lagune. Léon Bro. Des ouvriers en activité, certains apprêtent la cage à béton, d'autres se tangent une pompe à béton. Ces exercices se déroulent sur la lagune ébriée, site des travaux de construction du pont Henri Konan Bédié. On se prépare à la coulée du béton dans les pieux, sorte de piliers pour soutenir le pont. Sur les 120 prévus à cet effet, 4 sont déjà réalisés, 2 sur la digue, 2 dans l'eau. Faire les piles, ce qui permettra d'asseoir l'établier sur ces piles, et c'est l'avancement logique et normal. C'est 2 piliers par semaine, c'est des tabliers qui vont démarrer à être préfabriqués dès le mois de septembre et qui, j'espère, sans aucune faille, seront posés au mois d'octobre. Sur le chantier ce dimanche, pour s'assurer de l'avancée des travaux du pont Henri Konan Bédié, le ministre des Infrastructures économiques, le maître d'ouvrage. Une des étapes extrêmement importantes du chantier qui détermine le respect du délai, une de ces étapes-là a été vraiment enclenchée à bonne date. Les pieux, c'est ce qui sous-tend véritablement le tablier, donc la structure la plus importante du pont. Ces délais étant tenus, je confirme que, à la faveur de cette visite, le délai qui a été donné de décembre 2014 sera également tenu. Réalisé à ce jour à 10%, le pont Henri Konan Bédié fait partie des ouvrages à construire dans le cadre du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, lui-même exécuté à 50%. Ce projet va générer à terme environ 1200 emplois, dont 800 déjà effectifs. Comme pour dire que le démarrage en 2011 des travaux de réalisation de ces infrastructures évaluées à environ 130 milliards de francs CFA en valait le coût. Parlons maintenant de reconnaissance du mérite. Des femmes ont été félicitées et décorées par la grande chancelière. Elles ont été distinguées dans l'Ordre national du mérite ivoirien pour leur ardeur au travail, le témoignage de notre reporter Herman Niamien. Certaines se sont distinguées dans leurs différents domaines d'activité. D'autres, par contre, ont pris sur elles de tenir le discours de la raison et de la modération pendant que dominaient les refrains de haine et d'intolérance. Elles, ce sont ces 16 artisanes du mérite qui ont été distinguées. Pour une d'entre elles, en l'occurrence Chantal Camara Nababa, officier dans l'Ordre national, et pour les 15 autres, officier dans l'Ordre du mérite ivoirien.
Je ressens une grande fierté, mais comme j'ai dit, au-delà de nos compétences, c'est déjà d'être reconnue par la nation en tant que femme. Femme, mère, professionnelle, et je pense que c'est la plus grande distinction qu'en tant que femme nous pouvons avoir. Ça ne peut qu'encourager la population à mieux faire, à faire tout ce qu'elle peut pour ce pays-là, pour le développement de ce pays. Et la décoration montre que vous avez quand même fait quelque chose pour ce pays et ça fait plaisir. La grande chancelière de Côte d'Ivoire, Ariel Dagri Diabaté, souligne que cette distinction est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour les actions en faveur de la défense de la dignité humaine. Par ces cérémonies, nous voulons saluer les femmes de toutes les conditions qui, dans les bureaux comme dans les champs, sur les routes comme dans les ateliers, toutes les femmes qui prennent l'entière responsabilité humaine et qui repoussent la soumission, le manque d'ambition et travaillent pour l'émancipation féminine. En plus de celles qui ont été distinguées, 106 autres femmes déjà décorées ont reçu leur diplôme et de nombreux présents. Je vous l'annonçais dans les titres aujourd'hui, dimanche 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Il faut savoir que les enfants subissent plusieurs formes de violence. Il s'agit entre autres des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés. Il s'agit également de l'utilisation des enfants à des fins de mendicité. Ces enfants ne veulent plus de tout cela. Voici un extrait de leur message. Les enfants, c'est un trésor. Il ne faut pas qu'on les chicote. Sinon, ils vont se blesser. Donc, je demande aux grands de les protéger pour toujours. Je demande aux grands de ne plus violer les petites filles. Voilà. Et pour parler de la situation de ces enfants en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, Anne Désiré Oloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, était l'invitée du magazine du dimanche. Un extrait de son message face à la gravité de la situation. Nous l'écoutons. Il est important aujourd'hui que nous mettions un holà, n'est-ce pas, à nos pratiques qui mettent justement la vie et l'avenir de nos enfants en danger. Tout à l'heure, les messages de ces enfants ont été très forts. L'enfant est un trésor, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son statut, fille ou garçon. L'enfant doit être un trésor et cet enfant a besoin donc de cet encadrement, de cette affection, de la présence de l'adulte, n'est-ce pas, pour l'accompagner dans sa vie, afin de faire de lui, pour demain, un adulte averti. L'enfant, quel que soit son handicap, quelle que soit sa santé physique et morale, a besoin de la présence des adultes. La communauté internationale célèbre demain, lundi 17 juin, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. L'édition 2013 a pour thème « N'asséchons pas notre futur ». L'objectif de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique sur les risques liés à la sécheresse. Le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien a été recueilli par notre reporter Francis Boifo. 6 millions d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque année à cause de la progression de la désertification selon la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le phénomène. Sur les 30 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs périodes de sécheresse, dont les plus critiques remontent à 1982, 1983 et 1998. Les sécheresses ont déjà occasionné d'importants incendies de forêt et feux de brousse qui ont dévasté plus de 110 000 hectares de café-cacao et plus de 67 000 hectares de forêt. 70% de la population dépendant des cultures de subsistance est menacée en raison de la perturbation des calendriers culturels. La lutte contre la dégradation des terres, la désertification et les effets de la sécheresse est l'affaire de tous et nécessite par conséquent une participation active de chacun d'entre nous et une coopération intense à tous les niveaux de décision et d'action. Le thème de cette 19e édition de lutte contre la désertification est « N'asséchons pas notre futur ». Il invite à la conservation des terres, de l'eau et de leur utilisation durable. L'Organisation des Nations Unies indique que seulement 2,5% de toute l'eau disponible sur la planète est utilisable
pour l'alimentation et la survie humaine. Dans le reste de l'actualité, des agents de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, ont étoffé leurs connaissances dans le domaine des droits de l'homme. La formation a été initiée et organisée par le Bureau régional des droits de l'homme de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué nous en parle. La conservation du parc national de la Comoué demeure une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Afin de mener à bien leur mission de protection de ce parc contre les agressions, les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, de Bondoukou, ont été instruits sur les obligations de protéger les droits de l'homme et de l'enfant dans les situations de maintien de l'ordre et dans l'application des lois. Lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, la tentation est toujours possible d'en abuser. Il était donc bon qu'au niveau de la direction de zone nord-est qui agit à l'intérieur du parc dans le cadre de la surveillance, de s'informer, de s'imprégner des droits de l'homme. 56 personnes ont pris part à cette formation. Elle était dirigée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONUCI basé à Bondoukou. Dans notre travail quotidien, nous sommes confrontés à amener à faire comprendre aux populations que nous ne travaillons pas contre leurs intérêts. Puisque aujourd'hui, nous avons appris que là où il y a pouvoir, il y a confrontation de force. Et là où il y a confrontation de force, il y a abus d'autorité. La séance de Bondoukou sera suivie d'une autre à Bouna, en direction du personnel des secteurs de Dabakala, Nassien, Kong, Teini. La conférence prononcée à l'école ivoirienne pour les sourds s'est articulée autour de l'accès des personnes sourdes à l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire. Le message à l'endroit des autorités compétentes était donc clair: améliorer les conditions d'études et de vie des malentendants. Pour en savoir davantage, suivant ce compte-rendu signé Beckett Aliko et Léon Bro. Au collège, je suis dans une classe avec des personnes valides, des personnes qui entendent. Et le professeur enseigne en parlant. Là-bas, il n'y a pas de signe. Et tout ce qu'il dit, je ne comprends rien. Je suis obligé de copier sur mon voisin. Souvent, quand on demande au voisin qui est là, on pense qu'on est en train de tricher. Et ça nous pose préjudice. Comme Michel, plusieurs sourds se débrouillent pour accéder aux cours. À l'origine, le manque d'équipement adapté à leur handicap. En Côte d'Ivoire, les enfants sourds suivent le même programme scolaire que les enfants dits normaux. À la seule différence qu'ici, nous dispensons les cours en langue des signes. Alors que nous avons une population spécifique qui n'a pas les mêmes aptitudes, encore moins les mêmes capacités que les enfants dits normaux. Améliorer leurs conditions d'études et de vie, c'est la préoccupation des handicapés. Au niveau primaire, on a besoin d'établissements scolaires pour les accueillir. On a besoin de matériel didactique pour les familles. On a besoin d'enseignants qualifiés et outillés pour les familles. Alors je souhaite qu'on mette des interprètes dans les collèges pour nous, afin qu'on puisse comprendre en même temps que nos amis valides. Les malentendants ont aussi droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Leur garantir ce droit, c'est faire d'eux des contribuables à part entière au développement de la Côte d'Ivoire. Le processus de réconciliation nationale, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Le sujet était au centre d'une conférence de presse organisée par l'ONG et l'organisation non gouvernementale Côte d'Ivoire Fraternité. C'était une rencontre axée sur la sensibilisation des filles et fils de la Côte d'Ivoire à vivre ensemble malgré leurs différences. Beckett Aliko, Delphine Ogla. Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les Ivoiriens de tous bords politiques, c'est le sens de la conférence de presse organisée par l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Le conférencier du jour appelle les Ivoiriens à la réconciliation malgré leurs différences. Nous sommes tous des Ivoiriens et il n'y a pas les verts contre les oranges. Nous sommes tous des oranges blancs verts parce que dans nos familles respectives, nous avons tous des membres issus d'ethnies différentes. Et c'est ce que nous devons réussir. Nous allons entamer la réconciliation et la réussir en sensibilisant les Ivoiriens. Auguste Denise Tano invite le Front populaire ivoirien à prendre sa place dans la reconstruction du pays. Nous demandons au FPI de rentrer dans le gouvernement en ayant une nouvelle ligne
Quelle approche le président Bédié afin que celui-là puisse être un facilitateur? Parce que nous avons besoin aussi du FPI au gouvernement, nous avons besoin de toutes les forces vives. La place du FPI n'est pas en exil, elle est aux côtés des Ivoiriens. Et pour cela, nous comptons sur ce parti-là pour que ce parti-là nous montre qu'il sait faire des efforts pour le bien-être des Ivoiriens. Pour recréer un climat de confiance entre les Ivoiriens, l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité sillonne les communes d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon et Port-Boué, afin de faire comprendre aux autochtones et allogènes les bienfaits de l'hospitalité et du pardon pour une réconciliation véritable, gage de développement. À Paris, la capitale française, la Fondation Espoir du PDCI-RDA a organisé récemment, à la faveur de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, une table ronde sur le thème Houphouët-Boigny et la réconciliation. Le compte-rendu de Victorien Angoua. Une table ronde pour parler des réconciliations. La référence, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny et la réconciliation, thème traité par le ministre du Commerce Jean-Louis Billon à Paris. Pour le président de la Fondation Espoir du PDCI, il s'agit de s'inspirer des fondamentaux de l'oufouettisme qui ont permis de réaliser le premier miracle ivoirien. La paix a inspiré ses pensées et guidé ses décisions. Cela a été l'objectif ultime de sa politique et le moteur de ses actions. Jean-Louis Billon incarne la jeunesse, le travail et le développement. Il a été invité à Berlin et à Paris pour partager avec les membres de la Fondation Espoir de la diaspora son rêve pour la Côte d'Ivoire et pour les enfants de Houphouët-Boigny. L'avenir appartient à la jeunesse et cette jeunesse doit pouvoir se reconnaître l'oufouettisme parce que l'oufouettisme consacre la nation ivoirienne en tant qu'hommes et femmes égaux en droit, mais aussi en devoir. La Côte d'Ivoire émergente connaîtra un deuxième miracle, mais le préalable demeure la cohésion sociale, donc le retour aux valeurs de l'oufouettisme. Les délégués venus d'Europe ont été invités à défendre l'oufouettisme et le RHDP. Direction Rome, en Italie, où se tient la 38e session de la conférence de la FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de membres du gouvernement ivoirien, le ministre Kwasi Adjoumani, chargé des ressources animales et halieutiques, a été élu premier vice-président des Assises de Rome. Vous aurez le compte-rendu complet de notre envoyé spécial Hugues Hervé Blé dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, l'actualité est toujours dominée par l'état de santé de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Et pour la communauté étrangère vivant en Afrique du Sud, l'après-Mandela inquiète tout simplement. Quartier Sunnyside, dans le centre-ville de Pretoria, c'est là que vivent un grand nombre d'étrangers de la capitale. Parmi eux, beaucoup de Congolais de RDC qui ont fui les violences dans leur pays. Ils sont reconnaissants envers Nelson Mandela de leur avoir ouvert les portes de l'Afrique du Sud, mais en même temps, ils sont inquiets pour l'avenir. Nous travaillons aujourd'hui, c'est grâce à Mandela. Et si Mandela mourait aujourd'hui, je ne pense pas que nous serons bien traités ici, nous, Noirs étrangers. En fait, ils nous disent, vous êtes ici encore. On sait plus que c'est Mandela qui est encore vivant. Et une fois parti, une fois mort, on ne sait pas. Les Sud-Africains sont vraiment très compliqués. Ils ont peur de leur papa. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver quand lui sera parti. Comme les Sud-Africains, ils ont chanté et prié pour le rétablissement de Nelson Mandela. Et la santé de Nelson Mandela continue de s'améliorer selon le président sud-africain Jacob Zuma. À Bamako, Mali, Assiata Aïdara Cissé vient d'être investie candidate à la présidentielle. Le premier tour du scrutin est fixé au 28 juillet prochain. Aïssata Aïdara est la première femme déclarée et investie afin de briguer la mandature suprême au Mali. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Taïfas de Tanzanie cet après-midi à Dar es Salaam par le score de 4-2. Cueilli à froid dès la deuxième minute par une réalisation discutable, signée Kiemba, la tâche des éléphants s'annonce difficile face aux Tanzaniens. Mais Didier Zokora et les siens ont des ressources et reviennent au score 10 minutes plus tard par Traoré Lassina. Le jeu gagne en intensité et c'est la Côte d'Ivoire qui se signale à l'occasion de cette faute tanzanienne, non loin des bases des Taïfas. Coup franc majestueusement exécuté par Yaya Touré. 2-1 pour la Côte d'Ivoire.
Punition de Yaya Touré Gagari. Appliqués et volontaires, les Tanzaniens pressent et égalisent à la 35e minute. Abandonné, Kopabari ne peut rien face à Oluwengu. Tanzanie 2, Côte d'Ivoire 2. Mais à 1 minute de la pause, ce pénalty provoqué par Gervinho et réussi par Yaya Touré redonne espoir aux Ivoiriens. La seconde période voit des Tanzaniens déterminés. Ils font le jeu, mais au final, ce sont les éléphants qui ont le dernier mot. 90e minute, encore un débordement de Gervinho. Bonnie Wilfried est servi sur un plateau d'or. 4e but des éléphants qui s'offrent avant la lettre la seule place disponible du groupe C pour le 3e et dernier tour éliminatoire du mondial brésilien. Voilà, c'était Cathy Touré. Après la fête des mères célébrée il y a 2 semaines, aujourd'hui les pères sont à l'honneur ce dimanche donc, mais malheureusement de façon très timide comme chaque année. Le regard de Benson Piraka. La ville est calme. Pas de tapage intempestif annonçant un événement exceptionnel. C'est la routine. À leur tour par contre, 1 mois auparavant, on n'entendait parler que de ça. À la télé, à la radio, dans les journaux, dans les boutiques, etc. Ce dimanche pourtant c'est la fête des pères. Oui, nous les pères qui avons donné notre côte pour qu'elle soit créée. Nous les pères qui par amour pour elle sommes prêts à tout, y compris à désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden. Nous les pères qui gentiment, sans broncher, réglons toutes les factures de la maison et nous occupons de presque tout. Oui, nous les pères qui, on l'oublie souvent, faisons les enfants, ou qui tout au moins sommes à la base de leur conception. Oui, père, c'est de nous que je parle. Nous les oubliés, les critiqués. Nous les anges qu'elle traite souvent de démons, de méchants. Ce dimanche, nous serons oubliés, comme d'habitude. Et si par chance nous recevions un cadeau, regardons bien. C'est notre argent qui aura servi à le payer. Mais ce n'est pas grave, papa. Notre cœur est tellement rempli d'amour pour elle que nous pardonnerons, encore une fois. Alors, entre nous-mêmes, d'une voix unie, disons-nous, à nous-mêmes, bonne fête, papa. Et qui sait, peut-être qu'avec ce reportage cette année, notre fête sera encore plus belle. Merci à vous, Benson Piraka. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec une femme. Marie-Laure Ongouran, excellente soirée sur RTI 1.